bonjour à vous tous. Alors merci aux courageux parce que 16h30 ça veut dire un certain temps, comme dirait le canon, donc 17h15, et donc vous êtes vraiment très sympa alors que vous devez être un peu déjà sur les rotules, et d'être présent pour notre 20e UX Forum Innovation Exosquelette. Alors il y a peut-être des habitués qui savent déjà quels ont été les épisodes précédents. On va les regarder pas tous précisément, parce qu'il y en aurait pour un certain temps habituellement, mais donc la question c'est intégration des innovations, intégration des exosquelettes, avec à la fois point d'interrogation et point d'exclamation, mais surtout comment fait-on? Et notre 20e d'aujourd'hui est centré sur, j'allais dire, il casse les périmètres, il casse les codes. Et les voilà, tous ceux qui il et elle, merci à Naïs d'être là. Alors attends, il faut pas que je me trompe, c'est vers le bas. Ça marche pas. C'est vers le bas. Merdoum. Ça marche? Ah voilà. Alors vous avez peut-être tous vu quand même qu'il y avait une utilisation particulière d'un exosquelette qui était à la fois au moment de porter de la flamme, j'allais dire à la fois les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, et que c'était un monsieur Xavier Piette qui lui avait été accidenté et donc qui remarchait grâce à un exosquelette, mais que c'était un exosquelette médical. Alors on se posera aussi la question là-dessus. Et puis il y avait, alors c'est marrant parce que je l'ai piqué, cette vidéo-là, je l'ai piqué sur le site, si on peut dire, d'Infogouv, et donc du gouvernement là-dessus. Alors on va pas dire, je pense qu'il n'y aura pas de jugement de valeur gentil ou méchant, mais mi-homme, mi-robot, est-ce que c'est vraiment le vrai nom ou autre? C'est toutes les questions qu'on va se poser aujourd'hui. Alors si vous voulez bien, je vous présente nos intervenants, nos co-intervenants. Alors pour le 20e, il y a des habitués et puis il y a des moins habitués. Enfin bref, ils sont quasiment tous habitués. Et donc l'idée, encore une fois, c'est vraiment de se centrer sur qu'est-ce qui est préfigurant et d'un certain côté, qu'est-ce qui est transpérimètre. On avait tout à l'heure notre Xavier Piette avec son équipement médical et qu'on voit d'un certain côté porter la flamme, et donc qui était cette fois-ci sur la question de l'intégration du sport et l'intégration du sport dans la vie quotidienne. Pour nous, ça va être un peu pareil. Alors on aura en première star, donc alors vous allez voir, on a un mélange de profils. Et donc on aura en premier star, on va révérence pour, s'il y en a d'autres ici, un médecin du travail. Et donc c'est docteur Frédéric Héduin qui est là. Alors ils sont pas dans l'ordre, c'était exprès pour vous embêter. Donc docteur Frédéric Héduin qui est là et qui il présente, j'allais dire, le double avantage, alors ou sinon on dira autrement, d'être à la fois médecin du travail, d'être spécialiste, j'allais dire ancestral de biomécanique, parce que dans une autre vie, il adorait les marionnettes, et alors ça a l'air idiot, mais c'est très important sur ce qui est justement la science et des articulations et des langues d'articulation. Et en plus, il est aussi dans un laboratoire universitaire qui est l'université Picardie-Jules Verne, et qui depuis un certain temps, comme dirait l'autre, est de notre côté Cercle Entreprise et Santé, un peu notre partenaire de ce côté-là. Voilà, donc Frédéric de ce côté-là. Lionel, alors Lionel, je crois que toi tu es le premier du premier. UX Forum, il y a un certain temps, on dirait plus grand. Et alors à l'époque, on va pas dire qu'il est gros, mais à l'époque, il y avait que des gros, c'est-à-dire il y avait que des très grandes entreprises. Donc il y avait SNCF qui était là, il y avait Naval Group, il y avait Airbus, et donc on était que avec des très grands qui, d'un certain côté, sur un quelque chose de très expérimental encore, et donc il fallait tester. Il fallait en gros des moyens aussi pour tester tout ça, ce qui explique un peu ça. Et ils ont bien, j'allais dire, joué leur rôle d'ombrelle, et qui est dire aussi d'aider à la diffusion pour d'autres. Et donc côté cette fois-ci des concepteurs, on va pas dire des docteurs Nimbus et autres docteurs Nimbus, on avait de ceux qui sont à la fois des concepteurs, des intégrateurs ou autres. Anaïs Cherel de Japon Médical, et comme son nom l'indique, médical, c'était de démarrage optique médicale qui ensuite s'est ouvert sur le travail. Et puis Anaïs, elle aussi, elle est biomécanique et innovatrice dans l'âme. Et puis on a Baptiste, donc Baptiste Trullet, je dois dire, sa structure a été l'une des premières start-up à qui on a fait appel justement sur toutes ces questions un peu préfigurantes
non pas seulement d'exosquelettes, mais de data derrière et de capteurs. Et donc, voilà, encore un éclairage qui décoiffe, et on va voir qu'on est en plein ce qui doit vous agiter dans vos propres structures et vous agitera encore plus, et qui est l'intégration de l'intelligence artificielle dans tout ça, pas seulement comme ça pour le plaisir, mais aussi pour d'autres choses. Et donc voilà, c'est un peu l'évolution qui a été là-dessus tout autour de ça. Donc moi je m'appelle Anne-Marie Devers, le Cercle Entreprise et Santé, on l'a monté il y a maintenant un certain temps, puisque c'était 2006, et je dirais qu'on est à la frontière de la santé publique et de la santé travail. On tient au tiret parce que c'est pas que la santé au travail, c'est les impacts et les réciproques du travail sur la santé, et donc qui débordent aussi sur les dimensions personnelles. Et notre cercle, voilà, il a, je dirais, deux vocations. Une vocation de think tank, c'est-à-dire de réfléchir tous les mois avec un certain nombre de plutôt grands, mais pas que, aussi de services interentreprises sur les évolutions de la relation au travail, les impacts sociétaux, et puis l'intégration des innovations. Et aussi ce qu'on fait, j'allais dire avec Préventica notamment, dont on est quasiment depuis le début partenaire historique de ce côté-là, pour échanger avec vous tous et faire progresser les choses et mettre en lumière les expériences préfigurantes. C'est ce qu'on veut. Donc voilà en gros nos axes, hein, c'est santé globale et travail. Et on insiste sur le fait que c'est le global de la santé et pas saucissonné avec uniquement le réglementaire, uniquement le professionnel, uniquement voilà. Mais en même temps, c'est le global, et puis c'est la relation au travail. Et on voit maintenant que dans des statuts ou que ce soit par le télétravail ou d'autres, la situation de périmétrer au travail, c'est plus vraiment tout ça. Donc tout ça évolue. Et la grosse difficulté, j'allais dire pour vous aussi, dans vos fonctions HSE, médicales ou autres, c'est de voir comment tenir ce qui est l'objectif de toute structure, c'est un objectif de performance, et en même temps tenir compte de plus en plus de l'intérêt général sur, je dirais globalement tout ça. Alors les premiers, notre UX Forum, en gros, tiens, ça ne remarche plus. Si voilà. Et donc l'idée, alors on va pas raconter nos guerres, hein, mais c'est de dire que de chemin parcouru depuis le premier, où on était une assemblée comme ça, on nous regardait tous, il y avait pas beaucoup de monde, et puis ils nous regardaient en disant qu'est-ce que c'est que c'est fou. Dans leur drôle de machine, c'était le cas de le dire. Et puis alors il y avait tous les fantasmes de Robocop, d'Iron Man, de tout ça et autres. Et je dirais qu'il y a plein de questions qu'on se posait alors, qui étaient des questions métaphysiques vachement importantes, qu'on se pose encore toujours, mais qui sont devenus accessoires. Du genre, est-ce qu'il faut avoir des exosquelettes ou est-ce qu'il faut pas en avoir? Alors il y avait des batailles rangées, des anciens et des modernes. Voilà. Bon, on sait maintenant que à la limite la question est stupide parce que ça ne se pose pas comme ça. Et c'est en fonction finalement des besoins, des situations et autres. C'est un élément du mix et pas autre chose. Donc voilà, ça c'est un truc qui était important. Sur les appellations aussi. Exosquelette, c'est resté dans les mœurs, hein, exosquelette. Mais puis en plus c'est marrant et on a tous, on demande tous si on n'est pas plus ou moins des crabes ou des bestioles comme ça. Mais il y a l'appellation technocrate qui est dispositif d'assistance physique. Pardon Lionel, parce que toi qui es un peu une boîte officielle, t'as un peu ce genre de truc collé sur le front. Mais pourquoi pas, c'est bien ça aussi. Et on verra que ça dépasse très très largement. On verra notamment avec Frédéric. Alors. Ce qui est devenu aussi essentiel, c'est n'oubliez pas le facteur humain. Maintenant, tout le monde est d'accord là-dessus. Ce qui compte, c'est pas seulement l'équipement, c'est l'intégration. Tout le monde est d'accord là-dessus. Oui, tout ça au début, c'était pas évident. Hein. Adapter les équipements et notamment, alors pardon de parler pour nous et au féminin, mais adapter ces équipements-là aux femmes, alors que c'était pas du tout prévu pour ça au début et qu'on se retrouvait avec des trucs. Pas toujours adapté. Voilà, ça c'est aussi rentrer dans les mœurs. Et puis, alors la grande question qui demeure, c'est est-ce qu'on est dans un équipement de prévention au sens de préventeur HSE, donc avec le statut d'équipement de prévention, ou est-ce que c'est aussi un équipement, ou autrement, du genre de ce qu'avait notre Xavier Piette là tout à l'heure, un équipement médical. Et on est en train de voir que ces fameuses frontières, c'est de plus en plus flou parce que à un moment ou à un autre de sa vie ou à un moment ou à un autre là, tantôt on a besoin de ça, tantôt donc voilà les questions.
Et donc les autres questions que j'ai mis dans un deuxième point là qui sont à regarder, et là depuis 2 ans on est complètement là-dessus, c'est comment est-ce qu'on enrichit toute cette démarche par des capteurs, et donc qui permettent comme toujours, ce qui est vraiment le truc de fond, qui est comment est-ce qu'on objective, comment est-ce qu'on apporte au-delà de la perception des gens une objectivité, une objectivation des questions et des évaluations et des choix. Parce que même si c'est pas, j'allais dire comme la vraie robotique, des trucs qui sont à plus de 200 000 euros chacun minimum en prix de base, comme la robotique sur site, sont quand même des investissements. Il faut pouvoir les choisir et objectiver les choix. Les capteurs, les évaluations, ça sert aussi à ça. Et sur le fond, la grande révolution, ce sont les datas. Donc les datas, ça c'est notre grand dada aussi au cercle. Les datas, les données santé-travail, les données et qui ne sont pas que des enquêtes. En France, on a traditionnellement tendance à confondre les deux et à se dire on va demander l'opinion des gens ou on va enquêter, on fera ça sur un échantillon plus ou moins bien avec des questionnaires plus ou moins bien, et ça ira, c'est des données. Mais non, c'est pas ça du tout. Les données, c'est vraiment des éléments complètement objectifs. Et on est quelquefois après d'autres, mais quand même, on est en plein dans cette révolution-là et qui permet justement d'objectiver les choses. C'est ce qu'on va voir avec nos intervenants tout à l'heure. Alors, et voilà. Et donc tout ça, ils cassent les codes, ils cassent les frontières, et c'est ce qu'on veut regarder et qu'on va continuer à regarder ensuite. Voilà. Alors, je vais passer la parole, si vous voulez bien, à Frédéric Héduin, docteur Frédéric Héduin, qui est médecin du travail. Alors, on peut le qualifier d'innovateur de fond. Il fait partie de l'université Picardie Jules Verne. Alors, tu me diras quand tu veux que je passe les trucs, mais en gros, on a, j'allais dire, l'activité classique que tu peux avoir en prévention secondaire ou en prévention primaire comme préventeur ou comme médecin. En tout cas, si je peux me permettre, il est précieux parce que c'est un médecin du travail et statistiquement, depuis 20 ans, depuis 10 ans, on n'en rencontre pas tant que ça des médecins du travail qui regardent de près, pas seulement de loin, mais qui regardent de près les questions d'exosquelette. Frédéric, c'est à toi. Il faut que ça soit vert et que tu aies le bas du menton dessus, ce qui me permettra de prendre une photo. Notre première expérience, c'était il y a 5 ans. C'est une ancienne chercheuse qui travaillait déjà depuis une vingtaine d'années sous paillasse et qui travaillait les bras en l'air. Et elle a développé une pathologie qui lui permettait plus de travailler bras en l'air. Donc c'est pas ces images-là. Hein. Et on lui a installé un dispositif de compensation musculaire, ce qui n'est pas encore l'exosquelette en soi, puisque c'est pas quelque chose qui est porté, c'est quelque chose qui est posé sur une chaise et qui lui permet de continuer son activité. Donc ça, c'était la première expérience pré-exosquelette. Ensuite, c'est vrai que nous, on a continué à envisager l'usage des exosquelettes en prévention secondaire. Et donc ça, c'est l'expérience 2020, 2021, 2022 sur des personnels qui avaient eu des problèmes au niveau des épaules, des ruptures du tendon de la coiffe des rotateurs. Donc c'est des gens qui ont des actions répétitives, bras en l'air, par exemple des peintres. Et donc après la chirurgie de cette rupture tendineuse et une guérison et de la rééducation, j'ai proposé d'équiper l'agent d'un exosquelette des membres supérieurs, un exosquelette passif, hein, c'est pas des exosquelettes électriques. Et donc ça a été la première expérience et ça a été une réussite. Donc c'est des agents que moi je vois en visite médicale. Ensuite, lorsqu'on prescrit l'exosquelette, ils sont formés par un spécialiste dans le service, en présence du psychologue du travail, de l'infirmière et de moi-même. Donc c'est toujours un protocole de l'environnement du patient parce que là c'est prescrit de façon médicale, hein, c'est pas en prévention primaire. Un deuxième agent pour la même raison, pour le même motif, c'est ce type d'exosquelette là. Voilà, on a prescrit cet exosquelette pour les membres supérieurs, toujours pour les épaules. Ensuite, grâce à cette activité et cette expérience, on a pu demander un fonds. Donc j'ai candidaté au fonds interministériel des conditions de travail qui m'a permis de faire une action de prévention primaire en 2023 pour équiper 8 agents de ce type d'exosquelette. Donc on a travaillé toujours en partenariat et en collaboration
à la fois avec les chefs de service de logistique et de maintenance, et on a équipé les agents qui faisaient de la peinture, qui portaient des charges de ce type d'exosquelette. Toujours, ça part toujours du cabinet médical où j'essaye de localiser les agents qui peuvent être potentiellement intéressés, et parce qu'il y a toujours un risque d'échec, parce que face au facteur humain, en effet, on a un facteur humain, on a des échecs, parce que les personnes, soit elles veulent pas, soit elles comprennent pas, soit elles ont un problème de compréhension psychomotrice qui fait que on va pas réussir l'intégration de l'exosquelette. Donc, je trouve que la place du médecin du travail en prévention primaire reste quand même assez indispensable. Je pense pas qu'on puisse décider sur un groupe de personnes, on équipe tout le monde. L'exosquelette, d'abord, il faut que la personne se l'approprie. Donc nous, les prescriptions d'exosquelette, c'est individuel, il n'est pas collectif, on le prête pas. Il est, réglé aux dimensions à la taille du patient et de l'agent. Et il peut aussi l'utiliser chez lui. Et c'est lui qui va l'utiliser progressivement en fonction des tâches qu'il va faire. C'est pas à son manager de dire, tu l'utilises pour telle tâche. C'est l'agent qui doit acquérir la compréhension de l'usage de l'exosquelette. Ensuite, donc ça, c'était l'étape exosquelette des membres supérieurs. Donc, dans cette foulée, on a continué. Et depuis le début de l'année, on a travaillé sur un autre type d'exosquelette. Cette fois, on repart en arrière, en prévention secondaire, des lombalgies chroniques et des spondylarthrites ankylosantes. La spondylarthrite ankylosante, c'est ce que vous voyez dans l'image, cette image-là. C'est une soudure progressive par inflammation. Ah, c'était l'image d'après. C'est là ? Non. Ah, bon. Plus haut. Alors attendez là. Non. Ça, c'est les épaules. Donc ça, c'est... Ah. Bon, c'est pas... Voilà, c'est ça. Donc vous voyez, il y a une évolution inflammatoire des vertèbres lombaires qui vont progressivement se souder. Donc qu'est-ce qui est intéressant ? L'intérêt du exosquelette, du rachis, c'est que toute la masse qui va être supportée par le dos va être transférée dans l'axe que vous voyez dans le dos de l'agent et transférée dans des ressorts qui sont dans les boîtiers qui sont sur les côtés. Donc cet agent qui est finalement, on aurait pu penser que quelqu'un de plus âgé n'adhère pas à l'exosquelette, mais en fait c'est l'agent de maintenance le plus âgé de l'UPJV qui a tout de suite s'est jeté dessus. Et donc on l'a formé, il a tout de suite compris l'usage de cet exosquelette et il l'a même utilisé chez lui pour couper du bois. Il n'a plus du tout de douleur, il a ressenti l'efficacité immédiatement. Et on en a prescrit un autre pour quelqu'un qui avait des lombalgies chroniques qu'on va voir dans les témoignages par la suite. Non, juste là pour souligner, je crois que dans ce que tu dis qui est tout à fait important, c'est d'abord la dimension individuelle. C'est-à-dire que vraiment c'est une adaptation à chaque personne et je pense que l'une de vos grandes difficultés c'est ça, c'est que vous avez à la fois à gérer du collectif et à gérer des groupes et autres et en plus et par ailleurs à gérer de l'individuel et des questions, j'allais dire presque médicales spécifiques. Oui. Il y a un suivi dans le cabinet médical au suite des visites médicales régulières. Puis il y a un suivi terrain où on voit comment ils les utilisent, s'ils les utilisent, quand ils les utilisent, pourquoi ils les utilisent. Chaque individu fera différemment. Il n'y a pas de règles. Il faut surtout pas essayer de mettre en place des protocoles pour un collectif. Je crois que c'est l'adhésion individuelle. Et par contre, sur ce modèle-là, on a un échec parce que c'est un modèle qui est pas facile à poser. Il faut avoir une bonne connaissance de son corps. Et on a remarqué pendant la formation, parce qu'on a formé 3 agents au même exosquelette, et il y en a un, même avec l'aide de ses collègues, il n'a jamais réussi à faire un mouvement du bassin qui permet de bloquer l'exosquelette. Et lui, c'est un échec. On n'a pas des réussites pour tout, ça marche pas pour tout le monde. Le facteur humain est important. Et nous, là, on continue à les suivre régulièrement, on les filme, on va les voir sur le terrain, voilà. Merci. Je crois que là, ce que tu dis sur le facteur individuel et chaque personne, à la limite, avec un même type de problématique presque physique, réagira différemment selon à la fois son état de maturité personnelle. Et c'est important aussi de ce que tu disais, c'est-à-dire que là, par exemple, on croit toujours que ce sont les juges. Ils m'ont filé un métro qui est un peu naze.
Pardon, entre la zapette qui marche pas et les micros aussi, ça fait beaucoup, mais on y arrive quand même. Merci à vous. Et donc effectivement, le facteur individuel et de personne est très important, d'où l'importance aussi du suivi de la personne. Alors j'aimerais, Frédéric, si tu veux bien, c'est que tu nous donnes un dernier exemple, alors qu'il n'est pas du tout exemple d'exosquelette, mais qui est aussi une aide individuelle très porteuse, même si c'est pas du tout c'est pas un du exosquelette. tout de la prévention, c'est pas du tout, c'est un dispositif médical. Alors on est seul à faire ça. C'est une combinaison de neurostimulation et ça c'est vraiment particulier parce que c'est quelque chose qui peut permettre de maintien dans l'emploi des personnes, par exemple, qui ont une sclérose en plaques, une fibromyalgie. On a aussi essayé sur des personnes qui avaient des sections de nerfs. Donc ça stimule par microstimulation 40 groupes de muscles et on récupère. Donc on a une personne qui a une sclérose en plaques depuis 25 ans, qui a commencé à réécrire son prénom, à remarcher normalement. Donc pour le maintien dans l'emploi. Donc là pour l'instant nous on a 2 situations. Une fibromyalgie qui a réagi en 1 heure. Et une sclérose en plaques, là on en est à 6 mois d'usage. Elle a plus de syndrome cérébelleux, elle tremble plus de sa main, elle réussit à refaire des gestes fins. Qu'est-ce qu'il y a encore Elle marche normalement. La suite, c'est de la faire courir et monter les escaliers. Et puis la fibromyalgie, les douleurs disparaissent après 1 heure de neurostimulation. Et puis la suite, ça va être sur des pathologies neurologiques pour lesquelles on n'a pas de diagnostic. Et on ne sait pas ce que c'est, et nous on va essayer d'utiliser ces combinaisons. Actuellement, on est le seul service de médecine du travail. Je crois que faut pas non plus, si je peux me permettre, dépasser trop ton quota de temps. Donc, voilà, donc ça, on tenait absolument à vous montrer ça parce que si je peux me permettre, c'est une autre perception du handicap. Or, souvent on a un truc avec il y a les personnes atteintes de handicap, il y a les vieux, et voilà, et avec un certain nombre de ce type de segmentation, je dois dire que si on regarde les choses à la fois au niveau finalement mondial et autres, la grande question c'est la pénurie d'emplois et l'adaptation des emplois. Si on raisonne, je dirais, non pas d'un point de vue humaniste, donc hélas beaucoup de monde se fiche, mais d'un point de vue strictement économique, c'est ça qui est nécessaire. Et on voit bien là que c'est une autre forme de regard sur l'intégration de personnes atteintes de handicap ou autres, et avec un type de récupération, ce qui fait notre monsieur Frédéric, c'est complètement génial. Alors, on va, si vous voulez bien, passer la parole. Pardon, parce que je suis obligé de passer comme ça et que c'est pas très évident. Voilà. On va passer à Lionel. Lionel, alors il est plein de trucs, Lionel. C'est que nous, on le connaît comme expert innovation, intégration de ces dispositifs d'assistance physique et du ergonome de démarrage. Il est aussi, je crois, membre tout à fait actif au niveau de ce qui est la normalisation à la fois européenne et internationale sur ce genre de dispositif qui va, j'allais dire, au-delà des exosquelettes. Alors on se connaît depuis le début, donc j'allais dire, je vais pas dire que j'avais vu les gros machins initiaux il y a 5-6 ans, mais c'était en gros ça, et ça a beaucoup changé en allègement de matériel, en qualité d'adaptation et autres. Et là maintenant, alors je t'ai mis 2 visuels, l'un qui est, j'allais dire, les trucs classiques que vous faites, et après les choses tout à fait innovantes que vous êtes en train de développer là maintenant. Donc Lionel, c'est à toi, pardon, je me réinstalle là. Voilà. Oui, donc bonjour. Donc là voilà quelques exemples d'activités que l'on peut faire dans la maintenance des trains à la SNCF. Et donc soit remplacer des sièges, faire un attelage, remplacer des semelles de frein, etc. Donc on a des contraintes qui sont très compliquées en termes de posture, en termes d'effort. Il y a certaines pièces dans des coursives de TGV, ça pèse pratiquement une centaine de kilos, il n'y a pas de place, donc on est obligé de les sortir entre guillemets à la main, et il n'y a vraiment pas de place, donc c'est vraiment compliqué. Et donc on a un peu tout testé comme exosquelette. Pour l'attelage de train, là on a mis 3 exosquelettes, donc il y a à la fois une ceinture lombaire, à la fois une assistance pour les épaules et à la fois une assistance pour le dos. Donc on a cumulé les 3 justement parce que on a 3 types de contraintes différentes à différents moments. Donc là-dessus, si ça vous intéresse, j'ai fait un poster au Congrès du travail sur cet exemple-là. Et en fait, c'est ça qui est important, c'est comment on va passer de la contrainte au besoin d'assistance et donc forcément au choix de la ou des solutions. Moi, je pars du principe que un exosquelette qui fait tout, ça serait le rêve. On a tenté l'exercice il y a quelques années avec le Shiva Exo. Ça n'a pas super bien marché, mais il y a plein de briques technologiques dedans, donc la société a sorti d'autres produits qui sont très intéressants. Mais moi, je suis toujours dans cette logique de dire comment on peut assister les différentes parties du corps. Pourquoi ? Parce que
c'est simple, entre guillemets, de concevoir un exosquelette qui globalise certaines parties du corps. Par exemple, un exosquelette de manutention, on a un appui sur les cuisses, un appui au niveau des lombaires, avec un harnais au niveau des épaules. On a globalisé genoux, hanches, dos, et ça fonctionne. Ça marche bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais le problème, c'est que moi, je pars du principe que l'être humain, c'est pas ça. Il faut revenir à l'humain et oublier l'utilisateur ou l'opérateur. Donc, en fait, un être humain, il faudrait qu'on assiste le genou, les genoux, les hanches, le dos, les dorsales, etc. et les épaules. Et donc, il faut différencier un peu tout ça. Donc ça, c'est le sujet globalement de ma thèse où j'essaie de proposer une nouvelle méthode de conception, non pas centrée sur l'utilisateur, mais sur l'humain. Donc, je propose des exosquelettes sur le corps complet, mais par exemple pour l'épaule, moi j'essaie d'assister l'épaule. Je me fiche de ce que fait l'agent, ça m'intéresse pas. Moi, je travaille sur l'humain, qui fait que quand l'humain, il va travailler, il va devenir un opérateur, il va lever les bras, il aura une assistance, puisque de toute façon, je l'ai assisté en tant qu'humain. Donc, c'est un peu la rupture que j'essaie de faire dans le monde des exosquelettes. Oui, c'est une forme de rupture c'est une vraie rupture en tout cas de regard et d'approche. J'essaie de changer un paradigme, en fait. Ouais. Voilà. Donc, avant de vous reparler d'exosquelettes, attends, je m'en occupe. Les tripes de l'ordinateur à défaut des nôtres. Donc, avant de de revenir sur la partie exosquelette, certains collègues disent que j'ai 10 000 idées à la minute. Alors, malheureusement, elles sont pas toutes bonnes et puis j'ai pas le temps de toutes les faire. Mais de temps en temps, il y en a une qui sort et qui est pas mal. Et j'avais une collègue qui est docteur en traitement automatique du langage. Et un jour, j'ai écouté une de ses présentations et j'ai trouvé ça admirable parce que moi, avec mes petites connaissances sur des prises de notes dans Excel, je faisais de la reconnaissance de caractère qui me permettait de faire du codage en automatique de certains principes qui étaient respectés ou pas. Par exemple, le dos aligné en automatique, il reconnaissait dos aligné, qui fait qu'il me cochait un principe qui me permettait de montrer que le dos était bien. Et je me suis dit, mais ça peut être intéressant d'aller plus loin. C'est comment on pourrait faire par du traitement automatique du langage sur des entretiens en ergonomie, sur des études de poste. Et on pourrait qualifier les types de questions que l'on pose et qualifier ou catégoriser les types de réponses. Donc, par exemple, un exemple, le premier graphique que vous avez en haut ici, c'est une partie d'un entretien. Et on a X% des questions et des réponses qui interrogent l'individu. Est-ce qu'il a mal quelque part, etc., etc. X% des questions qui interrogent la tâche. Qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu aurais dû faire, etc. Pareil pour le matériel, l'environnement et l'organisation. Donc là, je vous ai mis... Tu reprennes ton souffle. Je sais pas si vous voyez l'intérêt de ce côté-là, de tout ce qu'on fait nous tous, et qui est de faire des entretiens, et qui est de pouvoir non seulement faire des synthèses comme on le fait, j'allais dire avec ChatGPT sans Gemini et les autres, et de temps en temps il y a à dire, mais en plus là de pouvoir, j'allais dire les structurer autour de critères un peu spécifiques. C'est extrêmement riche, extrêmement porteur, en qualitatif pour l'avenir, et c'est pas si fréquent. Des graphiques que j'ai pas mis là, mais par exemple on peut catégoriser les types de questions si on interroge le prescrit du travail ou le réel du travail ou ce que j'appelle l'estimation. Si je te propose cette solution, qu'est-ce que tu penses que ça t'aide? Est-ce que tu penses que ça t'aiderait? Rien qu'à faire ça, on s'est amusé avec un étudiant. On a fait un entretien avec des agents et on s'est rendu compte que 98% des questions interrogeaient le réel. Donc que 2% des questions interrogeaient le prescrit. Est-ce que c'est un problème ou pas? Alors on a essayé de comprendre pourquoi, puis en fait je me suis dit non, c'est pas un problème. En fait ce poste je l'ai déjà étudié dans un autre établissement il y a longtemps, donc le prescrit je le connais, je l'ai pas réinterrogé l'agent. Et donc qui veut dire que c'est ce qui est un peu sur la gauche, on s'est dit mais c'est intéressant d'avoir à la fois d'analyser les entretiens, mais aussi les synthèses des analyses des traces, des documents, voire même de donner des documents à manger au système. Et tu as encore une minute pour le slide suivant parce qu'il y en a encore deux. Et de faire ça. Et donc ça permet, là, le graphe du milieu, ça permet d'avoir les tours de parole. Donc ce que j'ai entouré, c'est des choses, il faut aller creuser un peu plus dedans. Et sur la partie du bas, c'est uniquement sur la partie synthétique. Donc je l'ai pas mis, mais donc on a un zoom sur chaque composante de la situation de travail. Il va dans le mauvais sens, lui. Je suis d'après, voilà. Et si je reviens sur les exosquelettes... ça c'est génial, ça aussi. Donc en fait, en bas à gauche, vous avez, j'ai qualifié 111 exosquelettes avec une méthode. J'ai 52 critères, 7 indicateurs. Donc, donc chaque exosquelette a une note qui est en bas.
Mais ce qui m'intéresse, c'est pas forcément la note globale de l'exosquelette. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment je vais choisir cet exosquelette. Donc, je reprends le tableau qui est en haut, je choisis la zone du corps où il y a des contraintes, je choisis le type d'assistance parmi les 9 qui m'intéressent, je clique sur mon bouton, il me recalcule les notes et il me propose des exosquelettes. Donc, en bleu, on a les notes globales et en orange, on a les notes sur l'assistance physique. Et c'est ce qui va permettre, alors il n'en propose pas qu'un seul parce que le système n'est pas là pour en proposer un, et le système est dire voilà ce qui existe dans la base de données sur les exosquelettes et qui fait qu'on va pouvoir choisir par rapport à ça. Et ça me permet de recalculer les notes à bas. Et merci Lionel, on verra tout à l'heure. Voilà, c'est super et on voit bien, oui, que les lignes de fond de demain, c'est les datas, l'objectivité des choses et en même temps l'écoute des personnes. Alors je vais essayer de pas déranger le système et de faire en sorte que ça marche. Oui, et voilà Anaïs qui arrive. Donc Anaïs aussi innovatrice dans l'âme et dans la biomécanique. Et ça suit tout seul, on ne sait pas pourquoi. Et donc voilà déjà au début quelques-uns des exemples de ce que vous mettez en face. Alors Anaïs, allez-y, c'est à vous. Alors j'espère qu'il marche, sinon je vais vous repasser le mien parce que c'est manifestement c'est la fin de la journée et les piles sont mortes. Ils sont fatigués effectivement, comme un peu nous tous. Effectivement, nous on travaille dans une société qui fabrique et intègre des exosquelettes pour la santé au travail avec une particularité donc qui est qu'on vient du médical. On parlait de la santé. Nous, ce qui nous semble important, c'est que dans santé au travail, il y a la santé. Et finalement, les dispositifs médicaux qu'on avait initialement conçus pour la rééducation ont été adaptés pour la santé au travail afin d'être utiles aux opérateurs dans le cadre de leurs opérations. Donc, comme Lionel le disait juste avant, on a eu une conception de nos exosquelettes qui est plutôt axée sur l'humain et pas sur le métier ou l'activité, puisque de base, l'essence de l'entreprise, c'était d'épauler le dos, d'assister le dos. Ce serait plus juste. Donc effectivement, maintenant on sait que l'exosquelette, quand c'est bien intégré, quand il y a eu des analyses pertinentes qui ont été faites avant, quand les principes généraux d'ergonomie ont été respectés, l'exosquelette, ça fonctionne. Les axes sur lesquels on va devoir travailler, et maintenant tous les fabricants et les concepteurs d'exosquelettes travaillent, c'est l'intégration de la donnée dans l'exosquelette. Il y a plusieurs intérêts à la data dans l'exosquelette. Intérêt numéro 1, c'est déjà de savoir comment fonctionne son exosquelette. Est-ce qu'on peut faire du diagnostic de SAV, de la maintenance prédictive sur l'exosquelette, le but étant de s'assurer que l'exosquelette soit toujours fonctionnel pour les opérateurs. Il y a un intérêt numéro 2 qui est pour l'entreprise. Comment l'exosquelette est-il utilisé? À quel point l'exosquelette est pertinent sur le poste? Donc là, on va venir objectiver via l'exosquelette les résultats d'intégration de ces solutions d'assistance physique aux opérateurs. Et ensuite, il y a le troisième point, qui est le point de suivi individuel de l'opérateur. Le but, c'est de rendre acteur l'opérateur dans le cadre de l'amélioration de ses conditions de travail via le port de l'exosquelette. C'est de lui dire, voilà, tu as porté l'exosquelette, hier tu l'as porté tel temps, aujourd'hui tu l'as porté tel temps, voilà l'évolution que tu as eue en termes de posture, voilà à quelle puissance d'assistance tu as utilisé l'exosquelette et quels vont être tes progrès sur les prochaines semaines si tu continues dans cette lancée. Donc il y a le volet individuel, rendre acteur l'opérateur dans son activité professionnelle et dans sa prévention, dans la prévention de sa santé. Il y a avoir de la data objective et plus seulement subjective sur l'utilisation de ces dispositifs pour l'entreprise, donc pour les ergonomes, pour les HSE, pour les services de santé au travail. Et après, il y a plutôt le fonctionnement de l'exosquelette. Merci Anaïs. Et effectivement, là, ce qu'on voit, c'est que finalement, c'est de la R&D proche, qui est à la fois du travail de fond, mais qui est en même temps très très proche des utilisateurs et autres. Alors, aujourd'hui, la data dans l'exosquelette, c'est effectivement des choses qui sont en cours, donc soit qui sont déjà conçues, soit qui sont en cours de conception par les fabricants. Mais maintenant, la data va devenir la condition sine qua non pour l'intégration des exosquelettes. Enfin, on va devoir intégrer systématiquement la donnée. On a vu la question de est-ce que ça fonctionne ou pas, est-ce que c'est bien ou pas l'exosquelette. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on mesure à quel point ça vient assister l'opérateur, à quel point ça améliore le quotidien, à quel point ça améliore la santé et la sécurité au travail. Merci. Alors,
Voilà, on va passer maintenant, j'allais dire, à la data intégrée, hein, je sais plus, on peut dire, ou incarnée. Merci Anaïs, et pardon des bugs. Donc voilà, profitez de Baptiste que vous avez là et qui est ergonome, innovateur et qui représente Soter Analytics et qui depuis ouais, et donc non, je vous ai mis comme d'abord un truc de ce pourquoi je vous ai connu et qui étaient les capteurs destinés à collecter de la data. On l'essaye, tu veux bien essayer avant que ça m'éclate à la figure? Ouais, c'est super. Et donc ça c'était le truc classique, et puis après les nouvelles pistes. Pardon Baptiste. Aucun problème, merci beaucoup Anne-Marie. Alors nous on vient un petit peu en parallèle de tout ce qui vient d'être dit, parce qu'on est plutôt des collecteurs de data. Donc notre travail, ça va être de collecter de la data, de traiter de la data, d'analyser de la data pour pouvoir en tirer des analyses, des conclusions et essayer d'améliorer globalement les conditions de travail des salariés, et également grâce à l'intelligence artificielle avoir une meilleure prise en compte de l'analyse du risque et une meilleure démarche de prévention du risque sur justement la base de cette intelligence artificielle. Concrètement, comment ça fonctionne? Eh bien, on va développer des systèmes intelligents qui vont être capables, sur la base d'une vidéo, d'analyser les risques, de comprendre les risques et de proposer des solutions d'amélioration pour protéger la santé des salariés et améliorer les dispositifs d'amélioration continue dans le domaine HSE qui sont mis en œuvre par les entreprises. Bon, vous allez me dire, quel est le rapport avec l'exosquelette? Ben justement, on va y venir. Comme vous le disiez, concrètement aujourd'hui, les plus grosses difficultés que rencontrent les entreprises, je dirais, dans l'utilisation et dans l'intégration des exosquelettes, c'est de bien faire matcher les technologies qui fonctionnent bien, qui répondent à des besoins, qui répondent à des sollicitations, avec des contraintes des situations de travail. Eh bien, nous, je dirais, grâce à l'intelligence artificielle, on va avoir la capacité d'automatiser ce process d'analyse et d'automatiser ce process de choix face à une situation de travail d'un exosquelette qui soit pertinent. Concrètement, comment ça pourrait fonctionner, ou en tout cas comment je dirais notre vision permettrait de créer cette fonctionnalité et de la faire fonctionner? C'est concrètement par rapport à des outils qui ont été créés tels que ceux de Yonel. Ce serait de pouvoir faire mouliner notre intelligence artificielle sur la base d'une situation de travail, donc faire de l'analyse de risque, analyse posturale, faire comprendre finalement à notre intelligence artificielle quelles sont les contraintes concrètes d'une situation de travail, et faire matcher en parallèle les spécificités techniques des exosquelettes, et faire mouliner tout ça pour finalement que l'intelligence artificielle soit capable de vous dire, par rapport à la situation, par rapport à la contrainte, par rapport au risque que l'intelligence artificielle est capable d'analyser, voilà l'exosquelette qui serait adapté à cette situation de travail. Et voilà quel type d'implémentation vous devriez mettre en œuvre pour que votre salarié soit protégé d'une part, et que l'exosquelette soit utilisé dans les meilleures conditions d'autre part. Donc l'enjeu de la data, il va vraiment être là. Il va être finalement d'arriver avant l'intégration de l'exosquelette pour finalement identifier les problématiques des situations de travail, analyser les risques et intégrer tout ça notamment dans le DUERP pour faire vivre la démarche de santé sécurité au travail, et ensuite trouver les solutions et faire matcher les solutions avec ces contraintes-là pour que globalement la santé et la sécurité des travailleurs soient protégées de la meilleure des manières possibles, qu'on automatise un certain nombre de process HSE qui sont chronophages et qui aujourd'hui prennent énormément de temps pour les ressources en prévention, et au contraire recentrer les ressources en prévention sur ce qui apporte de la valeur ajoutée aux entreprises, c'est-à-dire prévenir les risques. Et donc ça, l'intelligence artificielle et les données en règle générale vont largement aider à le faire, et vont pouvoir permettre d'optimiser tous ces process HSE, et notamment sur l'intégration des exosquelettes dans les entreprises de la manière la plus efficace et la plus performante possible. Voilà, juste pour l'image et juste pour vous décrire un petit peu comment ça fonctionne. On va globalement traiter de la data. Donc là, on est plutôt sur des data qui sont captées par des systèmes embarqués. On va être capable, sur la base de ces data, d'analyser les risques, de comprendre les risques, des risques posturaux d'une part, donc sur tout ce qui est par exemple mouvement de flexion du tronc, mouvement d'élévation des bras, pour pouvoir mesurer et quantifier le risque, donc coter le risque au sens document unique du terme, et sur la base de cette data, mettre en œuvre des solutions d'amélioration des conditions de travail, que ce soit sur du coaching, que ce soit sur de l'intégration d'exosquelettes, ou que sais-je, ou des transformations ergonomiques des postes de travail, pour pouvoir vérifier les impacts sur la data,
donc valider la durabilité des actions de prévention et leur efficacité, de manière à ce qu'on, encore une fois, protège bien la santé des travailleurs durablement. Donc c'est toute cette data qu'on va suivre, qu'on va collecter en anticipation, je dirais en données d'entrée, mais également en données de sortie, pour s'assurer que la démarche de prévention apporte le résultat qu'on attend. Et on peut intégrer également cette dimension data dans l'intégration et l'implémentation des exosquelettes pour, je dirais, définir l'efficacité et optimiser l'efficacité de ces dispositifs-là. Donc la data, je dirais que c'est un peu aujourd'hui le nerf de la guerre, hein, c'est ce que tu disais Anaïs, ça va vraiment être le nerf de la guerre dans la mesure où ça va être la justification d'une part de l'intérêt d'une démarche de prévention et également la justification, désolé, hein, mais du retour sur investissement pour une entreprise de la mise en œuvre d'un système de protection des salariés. Donc la data, ça a vraiment un aspect, je dirais, fondamental pour pouvoir optimiser et améliorer les démarches de prévention et justifier leur intérêt auprès de la direction notamment. Donc des intérêts qui sont vraiment variés. Je vous fais vraiment un panorama très rapide, mais la data au centre de ces démarches-là pour les rendre beaucoup plus efficaces et beaucoup plus durables. Merci Baptiste et merci à vous tous. Et vraiment, on voit bien les deux axes. Hein, finalement, c'est l'un l'écoute du facteur humain et ça c'est ton leitmotiv, Lionel, depuis quelques années. On voit vraiment bien l'importance. Et l'autre chose qui est objectiver au maximum pour, j'allais dire, non seulement ce que tu dis, Baptiste, qui est l'entrée et sortie, mais aussi en accompagnement. Alors, il nous reste quelques minutes là, questions, réactions, apports complémentaires. T'aurais envie Non, alors non. Bon, alors et entre vous questions. Oui, c'est vraiment sur ces deux dimensions qui sont à la fois l'adaptation individuelle très fine aux spécificités non seulement du poste, parce qu'on a vu qu'on était bien au-delà, mais de la personne dans une activité ou personne tout court. Moi, j'aimerais que vous nous disiez deux mots l'un et l'autre. Frédéric, t'as commencé à aborder la question et Anaïs aussi sur le fait que par exemple on a un certain nombre de gens qui utilisent, j'allais dire, des exosquelettes ou du même type au boulot, mais qui aussi, je pense à notre qui est pas là aujourd'hui, là, notre cher maréchal Ferrand. Si tu veux, peux nous en dire deux mots, Anaïs, là-dessus. Ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'on voit qu'il y a des frontières qui deviennent très poreuses entre la vie professionnelle et la vie personnelle dans l'utilisation des exosquelettes. On a de plus en plus d'utilisateurs qui utilisent leur exosquelette dans le cadre de leur activité professionnelle. Je pense à effectivement Jean-François Crépeau, qui est un maréchal Ferrand, qui me disait effectivement, moi j'ai commencé à porter mon exosquelette au travail parce que la durée de vie professionnelle d'un maréchal Ferrand, c'est une dizaine d'années, et que en fait c'est un métier passion qu'on n'a pas envie d'arrêter. Sauf que j'ai mal au dos, je peux pas continuer à travailler sans exosquelette. Et puis petit à petit, on se rend compte qu'on a moins mal au dos, et puis du coup, on l'utilise à la maison pour aller jardiner, pour faire ses activités quotidiennes. Et puis encore plus récemment, on a un monsieur qui avait une pathologie lombaire qui nécessitait pour son adaptation de poste le port d'un exosquelette qui avait été prescrit par le médecin du travail. Et puis un lundi matin, il m'appelle et il me dit Anaïs, tu sais que je suis allée samedi à un concert avec mon exosquelette parce que j'avais mal au dos. En fait, je pense pas que j'aurais pu y aller sans pour rester debout. Et en fait, on se rend compte que maintenant l'exosquelette, il s'intègre de la vie professionnelle vers la vie personnelle et que ça devient un usage qui est mixte. En fait, prendre soin de sa santé, ça passe au travail, ça passe à la maison, ça passe quand on va voir son médecin. Et tout ça, en fait, c'est la santé globale de la personne qui prime au-delà de un simple geste ou une simple tâche qu'on va réaliser au quotidien. Merci. Pour vous reparler de Jean-François Crépeau, ce fameux maréchal là qui pouvait pas être là aujourd'hui. Il est génial, il est adorable en plus et tout. Et là, il me racontait, alors je sais pas si t'es au courant, mais que vous savez, c'est très très technique, hein, c'est l'air idiot, mais ferrer un canasson. Et lui, il est vraiment spécialisé dans le cheval de sport et le cheval de concours. Et donc, il est très très fier parce que là, il a participé aux Jeux Olympiques et qu'il a accompagné. Alors, je sais plus comment il s'appelle parce qu'il porte toujours des noms pas possibles, les chevaux là de concours.
brique de je ne sais quoi, voilà. Et il est médaille d'argent. Il est en argent là-dessus. Donc voilà, ça aide la performance. Alors lui, il est motivé à fond sur son métier. Et on voit par exemple ce qui était sympa, c'est que ces métiers-là, c'est des métiers malheureusement solitaires. C'est-à-dire qu'avant, ils avaient des aides, et puis maintenant, c'est plus possible. Donc il faut qu'ils tiennent le canasson, qu'ils lui mettent le pied sur le trépied, qu'il le tienne, qu'il met son tablier, qu'il tape sur le fer. Et alors lui, en plus, il a des fers avec des caoutchoucs pour faire un amorti. Enfin, c'est compliqué. Et donc, il est tout seul pour ça. Il avait une jeune apprentie, et dans tout son truc, c'est ce que me disait Anaïs aussi, c'est d'essayer de convaincre la fille qui doit avoir 25 balais maximum, et donc qui n'a aucune difficulté quelconque, qu'elle avait drôlement intérêt à anticiper et utiliser ça. Et toi, chez toi, Frédéric, là, de ce côté-là, encore une fois, sur le perso pro. Moi, c'est plutôt moi qui les encourage à l'utiliser chez eux, pour se l'approprier. C'est pas non plus un outil pour augmenter la productivité, c'est un outil de prévention. Donc comme c'est la prévention, ça marche pas sur tout le monde. Tout le monde n'a pas envie de s'approprier, tout le monde n'a pas envie de changer. Donc pour moi, c'est du cas par cas. Dans ma vision de l'usage de l'exosquelette, ça peut pas être une prescription collective, hein. C'est pas de la prévention primaire collective. Pour moi, ça reste de la prévention primaire individuelle ou prévention secondaire ou tertiaire individuelle. Et je pense que le rôle du médecin du travail, du psychologue du travail, l'environnement, c'est quelque chose qui doit être fait en coopération, en partenariat, aussi avec les fabricants, parce que parfois on a des petites questions et des interrogations. Donc nous travaillons avec tout le monde et puis on essaie de répondre aux besoins des agents, puisque ma priorité c'est la santé des personnes. Et voilà. Si vous avez des questions. Dimension individuelle première, mais aussi dimension, j'allais dire, d'aide à la performance, parce que quelque part on est aussi, tristement ou pas, mais en aide par rapport à des objectifs qui sont finalement des objectifs de maintien d'équipe, des objectifs autres. Alors Benoît Sago du Vorou, toi aussi tu fais partie, comme moi, du canal historique des exosquelettes et des autres. Peut-être ton sentiment là-dessus. Alors moi, je suis totalement en phase avec l'idée que la data devient un moyen efficace et qui commence vraiment à être d'une bonne valeur à tous les niveaux dans les exosquelettes, que ça soit au niveau de la recherche pour les concepteurs, de cet aspect de passer de l'utilisateur à l'humain, parce qu'évidemment, c'est pas les mêmes choses qu'on doit mesurer, de l'assistance à la conviction et à l'approche exosquelette pour les entreprises par des mesures objectives, et de la vie courante de l'exosquelette avec le contrôle continu. Nous, on l'a avec le gant, par exemple, où on fait un contrôle en continu des performances, et l'intelligence artificielle apprend ce que fait la personne avec sa main et adapte l'assistance par rapport à l'effort que fait la personne. On en est au début, ça marche plutôt bien, mais on voit qu'il va y avoir des pistes. Et les capacités de miniaturisation, de calcul de tous ces capteurs, c'est vraiment dans toutes les étapes de la chaîne des exosquelettes. Et nous, en tant qu'intégrateurs, on est au milieu de tout ça, hein. On est entre le fabricant et l'utilisateur, et donc on est très très à l'écoute de tout ce qui s'est dit là et des évolutions que ça va avoir de façon importante dans les exosquelettes demain. Et je tiens à dire aussi que par rapport à la combinaison, moi, mon rêve, c'est que en dehors de pouvoir stimuler des effets, ça soit aussi l'exosquelette, c'est-à-dire que ça soit les moteurs, la miniaturisation des moteurs. J'y crois beaucoup dans les 10 années qui viennent. Malheureusement, j'y serai plus, mais pour pouvoir assister vraiment l'humain sur mesure et pas le geste, et pas le poste de travail. Voilà. Merci Benoît. Et c'est juste une parenthèse comme ça pour sourire. À la fois, je sais pas si tu te souviens des reportages au Japon sur des travailleurs dits seniors qui étaient tout contents à 65 balais d'avoir un exosquelette pour les. Et là, c'était déjà il y a quelques années, hein, pour les aider à porter des charges justables. Et puis c'était juste pour dire comme ça. C'est pas du tout pour semer une pierre dans le débat politique, mais je sais pas si vous savez quel est l'âge de la retraite au Danemark. Donc t'as encore de la marge, j'ai 74 ans. Donc
Pardon, Benoît. Alors, de vos côtés, un peu questions ou commentaires ou autres, je veux dire sur ces évolutions très très fortes, à la fois de ce que tu disais, la miniaturisation, mais le suivi individuel très très précis et la difficulté finalement à jongler avec tout ça, de l'importance des datas, questions, remarques, et puis sinon on va vous demander les uns les autres parce qu'on s'achemine vers le final et que voilà. Votre mot de conclusion et de prochaines étapes et perso et autres. Benoît, voilà, est-ce qu'il marche encore ton truc parce que ici j'ai un peu la trouille. Ça a l'air d'aller. Mon mot de conclusion, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, c'est vraiment les impacts de l'IA dans tout ça. Les impacts de l'intelligence artificielle, comment l'IA va finalement révolutionner tous ces process, révolutionner tous ces aspects santé-sécurité pour les rendre beaucoup plus prégnants, pour les rendre beaucoup plus significatifs dans les entreprises, les rendre beaucoup plus efficaces, les rendre et je dirais faire en sorte que le domaine de la prévention soit plus puissant et plus écouté dans les entreprises. Donc et c'est ce que je dis à tous mes clients, et je vous passe exactement le même mot aujourd'hui. Au même titre qu'il y a 30 ans, au moment de l'arrivée d'Internet, on s'est beaucoup angoissé, on s'est beaucoup inquiété sur l'intégration de cette nouvelle technologie dans les entreprises. Aujourd'hui, on vit à peu près la même révolution. L'intelligence artificielle va complètement révolutionner le fonctionnement des entreprises. Donc, que ce soit dans le domaine HSE ou que ce soit dans d'autres types de domaines, n'hésitez pas à vous y intéresser, n'hésitez pas à aller vérifier toutes les capacités de l'IA, parce que vous verrez que vous y trouverez forcément des usages qui vous intéresseront et qui vous permettront d'être plus efficaces et plus puissants dans votre travail. Donc l'IA, les exosquelettes, les nouvelles technologies globalement, aujourd'hui vont vraiment permettre d'optimiser le travail. Donc n'hésitez pas à vous y intéresser. Merci, tu as un tout petit peu dépassé ton quota de 14 mots. C'était une conclusion en 14 mots. Donc Frédéric. Moi, j'ai pas beaucoup de choses à dire. La chose la plus importante, c'est de rester centré sur l'humain. Sur ce qu'on peut apporter grâce aux innovations, voir comment on peut améliorer les innovations pour améliorer les conditions de travail et de bien-être au travail. Voilà, c'est en fait toujours rester, pour moi en tant que médecin, centré sur l'humain. Anaïs. Moi, je pense qu'il faut trouver la solution pour rendre chacun des acteurs individuels de l'entreprise, acteur de sa santé et de sa sécurité au travail comme à l'extérieur du travail. On passe par une santé globale et chacun doit prendre conscience que c'est à lui de prendre soin de sa santé avec les outils, les techniques, les organisations qu'on va mettre en place au sein d'une entreprise. Mais si l'opérateur n'est pas acteur, il y a de toute façon rien qui fonctionnera. Merci Anaïs. Alors juste pour reprendre ce que vient de dire Anaïs a dit qu'il faut que les personnes redeviennent acteurs de leur santé. Et en fait, je vais faire un parallèle et je finirai là-dessus. Un acteur, c'est bien, mais un acteur, il ne fait que réciter un texte. Il ne fait que jouer. Donc moi, mon rêve, c'est que la personne redevienne auteur de sa santé, auteur de ce qu'elle fait. Et donc ça ouvre des perspectives, notamment sur les exosquelettes. C'est pour ça que moi, j'essaie de travailler, de développer dans mon exosquelette pour ma thèse sur les différentes parties du corps. Ça va de la tête aux pieds. Et bien, en fait, je travaille zone par zone. Parce que quelqu'un qui a besoin d'une assistance pour le genou, puis qui a besoin d'une assistance pour l'épaule de l'autre côté, eh ben mon système permettra de le faire. Les exosquelettes du marché actuellement ne permettent pas de faire cet assemblage où c'est un peu compliqué. Donc faut redevenir auteur, et à un moment donné, une personne quand elle travaille, elle bouge, elle doit pouvoir bouger correctement, en se préservant, en se protégeant. Eh ben un des avenirs de l'exosquelette, c'est permettre aussi ça et de redévelopper certaines motricités. J'ai adoré moi l'exemple de la tenue là, qui permet aux gens de remarcher, de retravailler, etc. Je trouve ça absolument fantastique. Ça va dans le sens de ce qu'il faut faire. Voilà. Merci à toi. Et voilà, on voit bien la transversalité de l'ensemble. Moi, je voudrais dire encore aussi, et d'ailleurs en profitant, si je peux me permettre, Frédéric, de la présence de ton neveu qui est là. Il se dit à Mif, il était en train de dormir tranquillos sur son mais c'est un jeune et futur juriste. Et je trouve que on a essayé là d'avoir à la fois des formations, des angles d'attaque et autres tout à fait différents, un médecin, des ergonomes, un ingénieur et tout ça. Et c'est très important. Je veux dire que là, de ce côté-là, l'un de nos prochains terrains d'évangélisation, si on peut dire, ça sera aussi le droit, parce que il y a d'éternelles questions. Est-ce que le droit est en avance ou en retard? Alors les juristes disent bien sûr qu'il est en avance, et nous on dit faudrait peut-être qu'il regarde un peu devant pour évoluer un peu. Mais on sait par exemple que
que en France comme partout, on a un problème de réglementation qui est très très périmétrante, cloisonnante, tout ça. Et donc le futur spécialiste de droit public, eh ben il a déjà le sujet de sa thèse globalement qui est là, c'est comment décloisonner les choses et comment avoir cette perméabilité. Alors ceux qui ont les habitudes du cercle savent que on fait pas souvent venir des institutionnels. J'allais dire des vrais institutionnels, pardon, parce que quelquefois ils sont un peu embêtants. Et donc, c'est-à-dire qu'ils vous débitent une partie comme ça. Mais c'est important de les avoir, et de les avoir pour ça, parce que, je dirais, la pédagogie, finalement, c'est pas ce qu'ils croient, c'est-à-dire que c'est pas eux qui la font, mais c'est nous et vous tous qui la faites avec eux, et ça, c'est aussi nos prochains trucs. Alors, prochaines étapes de ce côté-là, je sais pas si tu y es arrivé, c'est génial. Donc, il est génialissime, notre Lionel, ça on savait. Ah bah merde, alerte de sécurité. Bon, alors il est plus là, ça fait rien. Donc j'espère qu'on va pas tous. Les prochains UX Forum, alors le revoilà. Ah bon, bah le machin il bouge tout seul. Bon, enfin voilà. Donc les prochains, ça sera très certainement là-dessus. C'est-à-dire, on va continuer la transversalité, on va continuer sur la R&D et comment intégrer tout ça. Je crois qu'on va défaire ce bidule parce que c'est très très chiant. Voilà, et oui, un coup de pied de temps en temps, ça aide, hein, vous savez, paf, pour faire remarcher une bécane. Et de ce côté-là, ça sera ça. L'autre chose, c'est que les datas, c'est notre marotte. Donc, pour ceux qui sont éventuellement les Parisiens, sinon il y aura replay. Et donc ce replay-là, au fait, oui, j'ai oublié de vous dire, ce replay-là, lundi. Donc lundi, si vous avez tous badgé, vous recevrez au début de semaine un lien avec le replay et les supports qui sont là. Et il y en aura pour d'autres. Et donc les prochains, c'est sur les IA et data, début novembre, porte de Versailles là-dessus aussi. Et puis si jamais il y a quand même quelques femmes, les prochains, ça sera la violence faite aux femmes aussi. On vous salue tous, on vous remercie, je vous demande surtout de les applaudir moultement. Un grand merci à vous tous. Pardon de la frustration du temps, parce qu'on vous coupe toujours avant. Et un grand merci à vous d'avoir tenu le choc aussi longtemps. À bientôt.